Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Valentin Vouriot, un des cofondateurs de Radiant, une entreprise de génération de leads. Déjà à savoir, Valentin, on se suit depuis quand même quelques temps, notamment sur nos business respectifs. On est dans le même incubateur et je suis super content d'être là avec toi. Comment tu vas, Valentin? Eh bien, écoute, Alexis, ça va très très bien. Super content de passer dans ton podcast. Je crois que j'ai dû écouter 80% des épisodes, donc ça fait plaisir d'être de l'autre côté. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, tu vois, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Ouais, carrément. Alors du coup, voilà, j'ai 26 ans, j'ai cofondé Radiant, qui est une agence de génération de leads B2B. Et on génère ces leads avec deux canaux qui ensemble, on les trouve surpuissants en fait. Donc de l'outbound classique, donc le sujet de l'épisode, prospection LinkedIn, email. Et le deuxième pilier dont on ne parlera pas trop aujourd'hui, c'est tout ce qui est inbound, LinkedIn, social selling et contenu. Et je reviendrai un peu après à pourquoi ce choix. Trop bien, super clair. Donc là, on est là pour parler de comment générer des rendez-vous, notamment grâce à l'email, à le copywriting, ce qui est ton expertise de base, parce que tu as eu comme un bon background sur le Web3. Mais là, on va parler vraiment rendez-vous aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'outbound? Il y en a beaucoup qui nous disent l'outbound est mort, c'est impossible maintenant de faire des rendez-vous, de convertir. Ça devient les campagnes de mailing. Pareil, on a de très peu de taux de conversion, les gens sont saturés. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, c'est vrai, si tu compares il y a quelques années, tu setupais ton petit list, tu prenais 10 000 contacts, tu leur shootais le même mail et puis voilà, tu avais tes rendez-vous. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible, justement à cause des outils comme les Lemlist, les Wallaxy, etc., qui simplifient vraiment la prospection. Donc du coup, n'importe qui avec zéro background, zéro skills marketing peut envoyer des campagnes, ce qui fait que tout le monde s'est fait spammer et donc maintenant il faut être plus smart dans ses approches. Donc voilà, le point négatif, c'est que tout le monde se fait harceler, Mhm. notamment quand voilà, vous êtes un C-level. Imagine le directeur innovation de, je sais pas, de AXA ou je sais pas, le DRH de, je sais pas, de la Société Générale. Tout le monde se fait harceler, et notamment les C-level. Maintenant, le point positif, c'est que comme il y a beaucoup de campagnes qui sont mal faites, et notamment en France, aux US, ils ont moins ce problème, mais en fait, avec de la bonne approche, si on est assez smart sur comment on fait nos campagnes, on a quand même de bons résultats. Ouais, donc je pense qu'on est raccord là-dessus pour dire que les canaux, entre guillemets, ils sont saturés. En tout cas, il y a plein de gens qui vont dessus. Par contre, la qualité des messages je dis n'importe quoi, mais 90% des messages, 95% des messages ne sont pas bien adressés, ni à la bonne cible, peut-être pas avec la bonne approche, ou même de manière originale. Donc là, l'idée, c'est de comment faire partie du 5% du lot qui se différencie et qui, mine de rien, permet de convertir parce que c'est quand même un canal qui est consulté, bien qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Comment toi tu fais, du coup, quelles sont un peu tes grandes étapes pour aller chercher des réponses et des rendez-vous grâce à ces actions, en gros, et à ces messages d'approche? Ok, écoute, je vais déjà commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ça sera plus pertinent. Je donnerai après la méthode, mais déjà, si on évite beaucoup d'erreurs, on a beaucoup plus de chances d'avoir des taux de réponse. Trop bien. En fait, en prospection, ce qui se passe souvent, nous, ce qu'on voit quand on onboard des clients et qui ne sont pas très satisfaits de leurs résultats, c'est qu'en fait, tout simplement, ils ont des messages trop longs. Tu vois, ils racontent, je reviendrai après, mais ils pitchent leur boîte, ils racontent plein de choses. Sauf qu'en fait, les gens, quand tu reçois un message de prospection, en fait, tu vas pas le lire. Déjà, la personne, tu la connais pas, donc ton radar à bullshit est extrêmement haut, tu vois. C'est un peu comme si tu vois, genre, t'arrives pas dans de bonnes conditions. Donc, du coup, il faut faciliter la réception du message en sachant que la personne, elle va vraiment scanner, mais en diagonale le truc. Donc,
En fait, que ton message, il fasse 3 phrases ou qu'il fasse 2 pages, la personne, elle va passer le même temps à le scanner. Donc autant aller vraiment à l'essentiel, le bonjour, j'espère que vous allez bien. Enfin bref, il y a tout un tas de choses que tu dois éviter pour faire les messages les plus courts possibles. Nous, on aime bien les messages entre 350 et 550 caractères. Bon, c'est pas des règles immuables, tu peux faire un peu plus, mais globalement, on a trouvé que c'était un bon ratio entre tu donnes les informations essentielles, la personne, elle peut le scanner en un quart de seconde et comprendre le contexte, la problématique, comment toi tu vas la résoudre. Tu peux donner un peu de social proof et engager la discussion. Mmh. Donc voilà, vraiment réduire la taille des messages, les tournures pompeuses, on oublie, les phrases longues. Vraiment, on fait des phrases très simples parce que tu as le radar à bullshit qui est très très haut. Très clair. OK, génial. Toi, aujourd'hui, est-ce que, du coup, dans tes messages d'approche, tu vas parler de toi, tu vas, expliquer, tu vois, tu parlais un peu de problématiques, peut-être de solutions que tu pourrais apporter. Je sais qu'il faut, pas trop pitcher et dire, qui on est, mais comment justement tu l'abordes, ce truc-là? Ouais. Hem, alors l'idée en fait, c'est que enfin c'est règle immuable du marketing et même de la vie en général. En fait, les gens ils s'en fichent totalement de vous, tu vois? Mmh. Ils s'en fichent de qui les autres sont. Donc en fait, tu essaies de leur parler au maximum d'eux. Mais c'est-à-dire quand je dis au maximum d'eux, c'est pas, 1 ou 2 phrases, tu vois? C'est-à-dire que tu t'arranges pour que quasiment toutes les phrases, elles tournent autour d'eux. Et comme ça, en fait, les gens, tu vas les trigger un petit peu et tu vas les faire réfléchir parce que quand on te parle de toi, forcément, tu écoutes, tu vois? Donc, plutôt que de dire oui, je peux vous aider, je peux machin, tu vas essayer de te dire ok, vous avez tel problème, vous allez, grâce à moi, vous allez pouvoir atteindre telle chose, tu vois. Et Mmh. plutôt que de dire, enfin, tu peux dire on a aidé telle personne à faire de même, mais l'idée, c'est vraiment de, tu vois, de, d'essayer en fait de raccrocher tout ce que tu dis, même si tu parles de toi, de pas avoir l'air de parler de toi, tu vois. Mmh. Et comme ça, en fait, la personne, elle va lire toutes les phrases, elle va dire tiens, tiens, ça m'intéresse, tu vois. Donc vraiment, pour augmenter ton taux de réponse, tu essaies de parler de ta cible, de ses problèmes et de sa situation, tu vois. Et en partant de là, tu vas éveiller sa curiosité et c'est que ensuite, dans un deuxième temps, lors des réponses, que tu vas pouvoir parler un peu plus de toi, tu vois. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi que tu vas générer pas mal de curiosité. Parce que si dès le premier mail, tu as toutes les infos, bah, en fait, j'ai pas de raison de répondre parce que tu m'as déjà tout donné, tu vois. Donc l'idée, c'est de, tu vois, trigger la personne sur ses problèmes, sur qu'est-ce qui lui manque. Tu peux lui donner quelques petites bribes de ta solution sans trop lui expliquer. Et comme ça, tu vas l'intéresser, générer de la curiosité et augmenter au maximum ton taux de réponse, tu vois. Mmh. Et ce que tu souhaites peut-être en créant ton message d'approche, c'est que la personne te réponde. Est-ce que vous pouvez m'en dire en dire plus? C'est-à-dire, peut-être une réponse comme ça, je sais pas que si tu tournes même ton message d'approche en te disant: «Bah, j'aimerais qu'elle me réponde ça et du coup pour qu'elle me réponde ça, et ben il Exactement. faut que j'en mette peut-être pas trop, ou peut-être seulement utiliser ces mots-là et pas ceux-là», par exemple? Ouais, tu tout compris. Après, je veux pas avoir l'air dogmatique sur exactement la méthode parfaite en prospection, mais nous, on a remarqué que ça marche bien de, tu vois, pas demander des rendez-vous dès le premier message et plus d'engager une discussion, tu vois. Mmh. De dire, plutôt que de dire: «Ah, enfin, dès le premier on le fait bien sûr au un moment de la séquence, il faut être un peu plus hard dans les call to action, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais nous, on essaie vraiment de générer des discussions pour que ça soit le moins engageant possible pour la personne. Et tu vois, au lieu de lui dire rendez-vous mardi prochain, tu lui dis est-ce que ce sujet, est-ce que vous voulez en savoir plus sur le sujet? Est-ce que je vous envoie telle ressource? Est-ce que cette problématique fait partie de. Enfin, tu vois, tu essaies Mmh. de générer une discussion pour que la personne, elle ait envie d'en savoir un peu plus. Est-ce que tu utilises, toi, du coup, l'apport de valeur au maximum? On parle souvent de, je sais pas, apporter de la valeur sur le, 3e message, pour redonner du contexte et cetera. Toi, est-ce que tu es dans cette démarche-là aussi? Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu peux pas le faire pour toutes les séquences, tu peux pas le faire pour toutes les industries. Mais globalement, dans le service, il y a toute cette partie aussi conseil et connaissance. Tu vois, au-delà de délivrer le service, il y a aussi savoir comment faire. Et donc, bah, tu peux envoyer des livres blancs, tu peux envoyer des vidéos. Et en fait, tu peux envoyer tout un tas de supports qui vont résoudre, enfin, en tout cas, qui vont aider à résoudre la problématique que toi, tu résous également. Tu vois, faut que ça soit quali quand même. Tu vois, le lead magnet ou c'est juste un pauvre post LinkedIn, bon, c'est pas très intéressant. Mais si, je sais pas, ton DRH, il a des problèmes à recruter des CTO,
sais pas, il a des problèmes à recruter des CTO, un CTO, bah, tu vas dire, voilà, moi j'ai telle ressource pour vous aider à recruter un CTO plus rapidement, tu vois. Et bah là, le mec, il va se dire, intéressant, tu vois. Donc, ce que tu fais, c'est que tu lui dis, j'ai cette ressource-là, bénéfice. Est-ce que ça vous intéresse, tu vois? Mmh. Et là, comme ça, tu as un espèce de pied dans la porte où du coup, tu es dans la discussion et bah, après, tu lui envoies cette valeur et après, il est beaucoup plus à même de te répondre. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais ça d'ailleurs, c'est des séquences. On teste différentes séquences, tu as différents types d'approches. Par exemple, tu as l'approche un peu bourrine du direct, est-ce que ça vous dit qu'on en parle? Mmh. Et l'autre qui est un peu plus délicate, où tu vas d'abord apporter un peu de valeur. Et en général, on a quand même des meilleurs retours sur ce type de séquence. OK, trop bien. C'est quoi les contenus à apport de valeur, tu vois, que tu as peut-être en exemple, que tu trouves bien? Tu vois, tu as parlé un peu de Magnet, Livre blanc. Est-ce que tu en as, tu as des phares que tu trouves intéressants? Ouais, des vidéos, on demande aux fondateurs de faire une petite vidéo avec un use case. Tu vois, là, par exemple, on bosse avec, on bosse avec une boîte de formation dans le BTP. OK. Et du coup, tu vois, on dit, ouais, on a tel use case pour vous aider à réduire le temps que les machines passent dans votre entrepôt. Bref, truc très technique. On a aidé tel client qui gagne X heures enfin X temps. Euh, j'ai une petite vidéo, est-ce que je vous l'envoie, tu vois? Donc le mec dit oui. Et bah là, il y a une petite vidéo d'une minute 30 où où il pitch un peu son use case. Et ça, on a des super retours parce que ça fait vachement humain, ça casse un peu la dynamique de la prospection où tu parles par email, où tu as zéro confiance. Parce qu'en fait, la vente, c'est avant tout une histoire de confiance. Donc, tant que la personne, tu l'as pas eu en call, bah, tes chances de closer sont très faibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'objectif, enfin en tout cas là, l'objectif principal en prospection, notamment en B2B, c'est d'avoir un call, parce que c'est là que tu crées ta première relation. Et avant, la relation, un rien peut la briser. Mmh. Rien peut la briser. Et ce que j'aime bien là dans ce que tu dis, tu vois, c'est, tu ce côté en gros, tu aurais pu envoyer un mail en disant: «Bah, voici la vidéo, comment j'ai aidé telle personne» et mettre la vidéo directement dans le 1er mail. Par contre, là, tu dis: «Voilà, j'ai cette vidéo, est-ce que je vous l'envoie?» En fait, juste le fait de retarder l'échange, tu vois, de mettre une étape en plus, on peut penser que ça donne de la friction et que du coup, on perd du temps et cetera. En fait, ça permet, j'ai l'impression, du coup, d'engager davantage la personne et en fait, limite de lui demander l'autorisation et du coup, elle a accepté et donc là, elle est à même de recevoir le contenu. Tout à fait, tout à fait. Et non, mais tu as tout dit comme elle l'a demandé. Toi, déjà, tu sais que c'est une problématique qui l'intéresse. Et Mmh. puis, elle, un peu pied dans la porte, la discussion est déjà engagée, tu vois. Donc, elle va te répondre. Juste un petit OK, ça m'intéresse, envoyez-la moi, tu vois. Tu lui envoies et après, normalement, elle a beaucoup plus de chances de relancer la discussion derrière ou te dire merci. Alors que si tu lui envoies juste comme ça, déjà, c'est même pas sûr qu'elle l'ouvre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi sur LinkedIn. Tu vois, les gens, ils partagent des lignes magnettes et ils demandent des commentaires pour deux choses. Déjà, pour récupérer le contact de la personne. Bon, nous, le contact, si on les prospecte, on les a déjà, a priori. Mais surtout pour qu'il y ait un engagement, tu vois. C'est-à-dire que le truc, tu l'as demandé. Alors Mmh. que des articles intéressants sur LinkedIn, sur des blogs, enfin, il y en a partout, des vidéos, des choses intéressantes, il y en a partout. Mais à partir du moment où tu as fait une action, bah là, si tu as commencé à t'engager par biais de cohérence, normalement, tu vas aller le regarder, tu vois. En tout cas, il y Mmh. a plus de chances. Et tu parlais du coup des prospects. J'imagine que tu vois beaucoup d'erreurs sur la partie ciblage qui est ultra essentielle avant de envoyer du contenu et cetera. Si tu l'envoies à la mauvaise personne, ça sert à rien. Tu vas perdre beaucoup de temps et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que tout le travail, bon, énormément du travail est à faire du coup sur ce ciblage-là parce que du coup, sinon ça impacte tout le reste de tes actions. C'est quoi les erreurs à pas faire justement sur le ciblage? Bah, les erreurs à ne pas faire en ciblage, c'est de considérer le ciblage comme une étape, enfin une étape à faire trop rapidement, tu vois. Clairement, moi on connaît des gens qui sont spécialisés en prospection grand compte. Et eux, tu vois, ils vont passer des heures et des heures à faire du ciblage, mais pour envoyer une séquence à une personne, tu vois. Mais ils ont des putains de retours parce que c'est ultra ciblé, c'est chirurgical. Et même quand tu fais un peu plus de la masse, parce que tu fais un peu moins du high ticket ou tu fais pas du grand compte, tu vas plus faire du B2B un peu plus classique pour des boîtes taille moyenne ou petite. Bah là, ton ciblage, tu es quand même censé y passer du temps. Et quand je dis ciblage, c'est pas uniquement sur Sales Navigator, c'est-à-dire avant. Donc Sales Navigator, qui est l'outil où tu vas aller récupérer des listes de prospects.
Avant, nous, on passe du temps à se poser des questions. OK, qui est la cible? Quels sont ses problèmes? Quels sont ses objectifs? Comment on peut l'aider? Quelles sont les objections au service qu'on va faire? On se pose vraiment toutes ces questions en amont et on y passe quelques heures, tu vois. On essaie de bien tout mapper pour vraiment comprendre. Et en fait, une fois que tu as bien fait ce travail-là, c'est vraiment les fondations de ta maison. Et après, ça coule de source, c'est super facile, tu vois. Alors que si tu commences à te poser la question du ciblage quand tu es en train d'écrire tes séquences, de dire ah attends lui c'est quoi ses problèmes, ah attends mais il est dans quelle situation, bah là il y a des chances que tu tombes à côté, tu vois. Donc le ciblage c'est très important et même tu vois pour des gens qui font du marketing depuis longtemps, c'est assez facile de se dire et même moi le premier hein, de me dire non mais là c'est facile, c'est ça, tac tac tac. Bah ouais, mais en fait, toutes les fois où je me suis dit: «Non, mais c'est bon, tranquille, je sais faire», bah, en fait, tu tombes à côté, les résultats, ils sont pas incroyables parce que tu as pas fait ce travail de fond, en fait. Mmh. Et sur ce ciblage, est-ce que tu as l'habitude d'interroger peut-être, je sais pas, deux trois personnes de cette cible-là? Comment tu dis que tu passes quelques heures dessus. C'est quoi les étapes? C'est poser les questions à tes clients qui ont le savoir et creuser peut-être justement sur ces sujets, demander aux clients de tes clients, du coup, de voilà, prendre un petit call avec toi pour échanger sur les problématiques qu'ils avaient avant. Est-ce que tu as des best practices là-dessus? Ouais, alors là, ce que tu dis d'aller interroger les clients du client, ça, c'est clairement si tu as le temps et c'est quelque chose que qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas toujours. Mais quand on le fait, ça marche très, très bien. Mais ouais, clairement, plus les datas sont précises, mieux c'est. Maintenant, en toute franchise, on fait pas forcément tout le temps de travail, mais en tout cas, on passe du temps avec le client qui est censé bien connaître ses clients. Donc déjà, c'est le 20-80, tu vois. On fait un gros workshop avec lui, on lui pose tout un tas de questions, on veut tout comprendre, tout savoir. On lui pose les questions plusieurs fois sur différents angles pour aller bien creuser. Euh, les questions les plus essentielles, c'est OK, quels sont ses problèmes, quelle est sa situation, un peu plus que OK, il a quel âge. Alors oui, c'est bien de savoir qu'il a 45 ans, mais le plus important, c'est vraiment d'aller creuser dans quels sont ses problèmes, quels sont ses objectifs, quel est le vocabulaire qu'il utilise. Euh, à partir du moment où on a ça et qu'on creuse bien ça, c'est assez facile après de faire un ciblage bien précis. Donc ouais, pas forcément aller chercher dans des questions trop poussées, mais en tout cas, problème, objectif. euh, ouais. Super clair. Et j'imagine que de cette recette, tu le couples avec un bon CTA, un call to action qui doit être pertinent. On en voit plein. Il y a plein d'écoles aussi où il y a du Calendly qui est envoyé, mais en fait, faut pas envoyer du Calendly parce que trop brutal. Peut-être l'envoyer seulement en PS. Voilà, il y a plein de possibilités de call to action qui sont faisables. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire selon toi et justement, qu'est-ce qui marche? Alors, tu vois, pour moi, les prospects, c'est un peu des petites fleurs, tu vois. Il faut pas être trop pushy, il faut être délicat, il faut savoir les cueillir, tu vois. Tu as différents types de CTA. Tu as les CTA qu'on va appeler soft, enfin hard CTA qu'on connaît. Clique ici et réserve un rendez-vous. Ça, c'est très hard, c'est très directif, c'est fais ça, tu vois. C'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est que c'est un peu brutal ça fait un peu, bah, ça fait très. En fait, quand tu dis ça à ton collègue, ça va, mais quand tu dis ça à quelqu'un que tu connais pas, c'est un peu violent, tu vois. Hmm. Donc, quelque chose qu'on aime bien faire, notamment en début de séquence, c'est ce qu'on appelle des soft CTA. Euh, C'est-à-dire, tu vas poser une question, tu vas ouvrir la discussion. On en revient un petit peu au point du début. Tu vas demander une action qui n'engage à rien. Est-ce que je vous envoie le doc? Bah, en fait, le gars, à part te mettre un petit message, ouais, chaud, il va recevoir le doc, il va pas être plus engagé que ça. Donc ça marche bien en début de séquence. Comme ça, la personne, tu lui demandes un engagement minimal. Et ensuite, après, un peu plus loin dans ta séquence, quand la personne elle te répond pas, là, tu peux passer sur des trucs un peu plus hard parce que de toute façon, il faut les tenter. Tu vois. Et puis il y a des gens aussi il y a des gens qui tout ce qui est sales, ils aiment pas trop, ils veulent aller droit au but, donc faut pas non plus les oublier. Mais bref, en tout cas, nous, on trouve que commencer par du soft dans les deux, trois premiers messages et aller après sur du hard, ça marche bien. À savoir que un, un CTA soft ne veut pas dire un CTA pas clair. C'est-à-dire que la personne, elle ne doit pas avoir à réfléchir. Si elle doit réfléchir, bah, c'est compliqué, tu vois. Donc voilà, nous, on commence par du soft, puis du hard, mais dans tous les cas, les call to action sont assez clairs. Est-ce que tu as des exemples de soft, tu vois, les top soft que tu utilises, tu vois, qui marchent bien en termes de CTA?
Ouais, carrément. Bon après, faut pas non plus trop se creuser la tête, mais tu vois, est-ce que c'est une problématique pour vous? Est-ce que c'est un projet que vous devez mener? Mmh. Heu, ou alors un peu entre les 2, tu as le petit, on en discute. Tu vois, ça, c'est le moyen de demander un rendez-vous sans non plus trop, aller trop loin, tu vois? Mais, Trop bien. après, faut c'est plus dans l'intention, je pense qu'il faut être soft. Il y a pas de CTA magique, tu vois? Enfin, on voit tous les 2 sur LinkedIn que les gens te disent: «Non, utilise tel CTA, tel». Mmh. Je pense que il y a pas de CTA qui bat tous les autres, faut juste avoir la bonne approche. Ouais, c'est un tout et je suis entièrement d'accord avec toi. Hem, Comment tu fais, tu vois, là, je trouve que tes CTA, ils sont top parce que ça fait pas trop démarchage, ça fait pas trop pushy et on ne catégorise pas directement dans une case. Hem, Comment tu fais justement pour pas être trop, commercial et catégoriser de démarchage, quoi, en gros? Ouais, ça, c'est un très bon point. Tu vois, notre fameux radar à bullshit là, et ben Mmh. dès qu'on voit du commercial, dès qu'on bon, je vais prendre une image, qui nous arrive pas trop, mais c'est comme quand tu vois un mec en costard devant chez toi débarquer avec un gros sac d'encyclopédie. Ouais, de Radar à bullshit, lui, je vais l'expédier, d'où il vient, tu vois? Et ben quand tu reçois un message de prospection, c'est pareil. Enfin, un message qui ressemble à de la prospection, radar à bullshit, allez hop, delete. Comment tu fais? Bah, en fait, il faut que le mail ou le message de LinkedIn, il ait l'air le plus normal possible. Donc c'est-à-dire tu emploies un ton, imagine que tu écris à ton collègue et bah, tu utilises un ton assez classique, tu vois, direct et comme ça passe mieux, tu vois? Hem, Comment aussi faire que tes mails soient plus ouverts? Bah, encore une fois, en suscitant la curiosité et ça, bah, tu le fais dans l'objet. Tu vois, au lieu de dire, doublez, bon, on le fait aussi, on le teste, tu vois, mais, doublez votre, je sais pas, doublez votre chiffre d'affaires, nanana, je sais pas quoi. Bah, tu peux dire, juste, nous, tu vois, pour un de nos clients, on va dire, prix formation, tu vois? Et comme ça, les gars, enfin, ça parle de ça, mais en fait, c'est un peu un en fait, il faut mettre des objets qui te donnent envie d'ouvrir et qui tu vois, pas des objets quand tu envoies des emails à tes collègues, tu vas pas, mettre des phrases, tu vois? Tu mets 2 mots clés et basta, tu vois? Bah, nous, c'est des trucs qu'on aime bien, tu vois? Tu suscites la curiosité comme ça. Et dernière chose, c'est d'éviter enfin, moi, j'ai un avis assez mitigé sur, mettre, du contexte de pourquoi tu contactes quelqu'un, parce que ça peut être à double tranchant. C'est sûr que quand, tu vois, je vous contacte de la part de machin, bon, bah là, au moins c'est clair, on sait pourquoi, tu vois. Mais quand tu dis des trucs du style LinkedIn m'a suggéré votre profil, Mmh. bah, alors, de un, c'est bullshit, et de deux, je vais supprimer ce message, tu vois. Enfin, Mmh. je vais juste te mettre en vue. Ou étant dans la même industrie, bon, ça, celui-là, à la limite, ouais, non, en fait, il passe pas. Il passe pas non C'est plus. vu et revu, ouais. Mmh. Basse pas non plus. Donc voilà, moi les trucs du style, si tu as une vraie raison et tu as vu un vrai signal faible, genre, que la personne elle a commenté un truc ou elle s'est fait recruter il y a pas longtemps, c'est bien de le mettre. Sinon, si tu as pas de raison valable, mieux vaut éviter une phrase d'accroche pétée et pas en mettre et aller directement au fait, tu Ouais, je pense que c'est bien de se poser la question: «Est-ce que c'est une phrase «ordinaire» entre guillemets ou une phrase, banale, sans valeur?» Et si exactement. oui, et bah, du coup, essayer de l'améliorer pour que ce soit quelque chose de plus pertinent ou soit de la supprimer et d'aller chercher du coup, la un discours beaucoup plus direct, quoi, en gros, qui va directement à l'essentiel. Trop bien. Et je me pose souvent la question, tu vois, sur, l'A/B testing. Tu vois, je sais que c'est quelque chose que, bah, on sait que c'est une bonne pratique. En vrai, on le sait tous. Il faut tester un message A, un message B, etc. Par contre, dans les faits, on a très peu qui vont avoir un bon process, tu vois, d'A/B test ou une bonne organisation pour vraiment avoir des retours là-dessus. Et du coup, il y en a qui ne le font pas. Selon toi, est-ce que on peut négliger cette étape? Alors absolument pas, non, ça s'abaisse, mais là, c'est pas qu'une histoire d'A/B test, c'est une histoire de système pour correctement A/B tester, tu vois? Parce que si tu A/B testes n'importe quoi, tu vas avoir, des résultats, équivalents, tu vois? Hmm. Nous, comment on voit l'A/B test? Et d'ailleurs, bah, on se rend compte en parlant autour de nous que tous les gens qui ont des résultats en prospection font pareil. En fait, il faut faire des tests à 3 niveaux. Déjà, il faut tester les cibles. Donc tu vois, je sais pas, par exemple, on va tester, la cible, SaaS B2B fintech. Donc premier niveau de test. Donc des cibles, on va en tester plusieurs.
Mais en tout cas, on va commencer par cette première cible. Ensuite, on va tester ce que nous, on appelle les approches marketing. Les approches marketing ou arguments. Tu vois. Quel argument tu mets en avant? Parce qu'un message de prospection, c'est court, tu ne peux pas pitcher tout le truc. Donc, tu dois être ultra sharp et parler que d'un argument. Donc là, par exemple, 3 approches, 3 arguments qu'on pourrait tester, ça peut être hausse de votre MRR, gagner du temps et baisser vos coûts. Tu vois. Donc là, du coup, on a déjà plusieurs cibles à tester et plusieurs angles. Et ensuite, pour chaque argument, on va tester différents types de séquences. Donc, tu as l'approche directe, on est super cash, assez court. Tu as l'approche audit gratuit. Je peux auditer je vous propose, ou j'ai audité votre stratégie email, est-ce que je vous l'envoie, tu vois? Et la troisième approche, ça peut être un use case ou un use case ou un apport de valeur, tu vois. J'ai, je sais pas, qu'est-ce que pour la SaaS B2B FinTech, ça pourrait être. J'ai audité, je sais pas, j'ai audité les RH des 5 plus grandes boîtes SaaS B2B FinTech de France, je sais pas quoi. Je vous explique comment faire X dans ce use case. Tu vois. Et là, du coup, comme ça, on en revient à ce qu'on disait au début sur t'apporte de la valeur. Et pourquoi tester ces différents types de séquences? Parce qu'en fait, pour un argument donné, tu ne sais pas quelle approche va marcher. Tu vois. Et encore, là, je t'ai donné trois types, quelle séquence va marcher. Là, je t'ai donné 3 types de séquences, mais tu peux en inventer autant que tu veux. Tu vois. Mais nous, en général, ce qu'on aime bien, c'est tester sur les 3 premiers mois. En général, on teste 3 cibles, on teste 3 arguments, et pour chaque argument, on va tester 3 types de séquences. Et une fois que tu as les datas de ce qui marche pas, et bah, tu vas kill ce qui fonctionne pas, tu vas améliorer ce qui fonctionne, et tu vas éventuellement, et nous on conseille de le faire d'autres tests avec peut-être un autre argument, ou alors cet argument il a l'air pas mal, on va tester encore un nouveau type de séquence, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une approche très scientifique du test et pas de se dire juste bon bah je vais changer les objets et on va voir ce qui se passe. Tu vois. Donc ça c'est la première chose au niveau du système global. Maintenant la deuxième chose au niveau des A/B tests, c'est quand tu as les datas et que tu veux être un peu plus micro sur ta campagne parce qu'elle tourne depuis un petit moment et voilà, tu as envie d'améliorer, tu as envie d'optimiser. Là, en fait, tu regardes toutes tes métriques et tu améliores les mauvaises métriques. Je dis n'importe quoi, tu as une séquence qui marche pas trop mal, mais elle n'a pas un bon taux d'ouverture, bah, tu vas te creuser la tête sur les titres, etc. Est-ce que je sais pas, le message ne convertit pas? Est-ce que c'est le call to action qui est mal placé? Est-ce que c'est le nom qu'on donne au use case qui n'est pas bon? Tu vois. On essaye de se poser des questions en partant du plus mauvais pour réaugmenter le niveau, parce que ce sera toujours plus facile d'améliorer un résultat mauvais que d'optimiser un résultat qui est bon. Et du coup, dès que tous tes résultats sont bons, bon, voilà, tu peux scaler le truc, tu peux toujours continuer à optimiser chaque truc, mais globalement, ton focus doit être sur les métriques assez mauvaises dans la B-test. Trop bien, trop bien, trop clair. Je sais que tu voulais nous partager les bonnes pratiques, justement ce qu'il faut faire en outbound. J'ai l'impression on a fait le tour plus ou moins en parallèle avec les mauvaises pratiques. Est-ce que tu vois d'autres choses aussi que tu voulais nous partager sur cette thématique-là? Écoute, laisse-moi réfléchir. Ouais, peut-être des exemples de framework que Ouais, nous on utilise, framework ou type de séquence. carrément Euh, chaud. Tu vois, alors par exemple framework, donc moi je vais vous t'en présenter 4. Ok. Le framework direct, donc la partie un peu directe, c'est pas forcément toujours là où on a les meilleurs résultats, mais ça fonctionne pas trop mal, donc ça vaut souvent le coup de le tester. C'est simple, efficace. Donc la structure, c'est vraiment droit au but. On peut vous aider à faire ça pour avoir tel résultat. On a tel prof social et on en discute. Tu vois. Je sais pas, bonjour, prénom. On aide les centres logistiques à réduire la perte de colis par 80% grâce à notre app. Amazon a estimé avoir déjà économisé 280 000 euros le mois dernier d'incidents de recherche de colis grâce à ça. Est-ce qu'on en discute? Enfin, on en Hmm. discute. Donc, tu vois, ultra clair, tu as 3-4 phrases. Mhm. Et au moins, tu sais pourquoi tu es là et il n'y a pas de chichi. Bon, c'est un peu brutal, mais au moins, c'est clair. Tu vois. Ça t'intéresse pas? Oui, non. Après, tu as un autre framework qui est pas mal, ça que tu vas connaître, euh, étant, euh, étant un grand féru de lecture sales, je le sais. Le framework Spin.
Donc le spin selling, Ouais. donc très connu en sales, notamment pour les rendez-vous. Donc spin pour situation, problem, implication and needs. Donc en fait, tu commences par poser un contexte. Ensuite, tu vas donner un problème et en plus expliquer en quoi c'est grave, dire pourquoi la personne en a besoin. Et après, nous, on aime bien rajouter un peu de preuve sociale et de résultats. Par exemple, bonjour, je vois que vous êtes dans l'industrie textile. D'expérience, il est courant que les invendus soient détruits. Bah, ça alourdit votre bilan carbone et ça vous coûte 1 000 euros par tonne d'invendus. Nous, on a développé une solution pour vous aider à revendre 50% de vos invendus. On accompagne déjà La Redoute et Zara qui ont divisé par 2 leurs émissions. On en parle. Mmh. Donc voilà. Une selling, c'est un tout petit peu plus long, tu as un peu plus de phrases, mais ça marche aussi. Un autre type de framework, c'est le framework audit. Donc là, tu vas attirer l'attention sur un problème et proposer en fait un audit pour le régler. Donc la structure elle est assez simple. Tu vas commencer par faire un constat, parler du problème et proposer un audit. Tu vois. Donc on a un petit bout de spin là-dedans. Bonjour, bonjour Jean-Claude. Bah, je viens de lire vos emails marketing et j'ai noté 3 points d'attention à améliorer. Votre taux de conversion vous satisfait aujourd'hui? Je suis en train de réaliser votre audit. Quand est-ce que je vous le présente? Mmh. Là, tu vois, le gars, toi, tu reçois ça. Bon, bien sûr, l'audit, tu l'as pas réalisé, mais quand la personne te répond, tu le fais. Et là, la personne, elle dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mes emails marketing. Donc voilà, quand en plus tu as accès aux données, ça peut être vraiment pas mal. Et enfin, le quatrième framework, nous on l'appelle le framework tips, mais c'est framework content ou apport de valeur. Donc là, tu veux montrer ton expertise en offrant du contenu qui va servir à ta cible. Donc la structure est assez simple, problème et recommandation de contenu pour le réseau. Et tu demandes même pas forcément un call. Tu vois. Bonjour, on voit en ce moment le nombre d'attaques de ransomware exploser. Là, tu peux aggraver un petit peu si tu veux. Voici un post LinkedIn sur comment réduire de 99% votre vulnérabilité au phishing. Là, tu mets le lien de ton super article, de sa super vidéo. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et après, donc là, tu peux même poser une petite question est-ce que ça vous est utile? Mmh. Et quelques jours après, tu le relances. Voilà, 4 types de frameworks que nous on utilise. Tu peux les mixer au sein des séquences. Voilà, OK. tu peux t'amuser avec ça. Et tu dis que du coup, tu relances après par la suite. Quelles sont toi tes bonnes pratiques pour relancer? Ouais, alors déjà, bon, je pense que maintenant les gens sont assez au courant qu'il faut relancer plusieurs fois. Ils connaissent l'adage money is in the follow-up. Nous, on aime bien faire entre 5 et 7 relances. Il y en a tu peux faire plus. Mais bon, nous, 5 et 7 c'est assez standard. Il y a pas mal de gens qui relancent. L'ancienne école, c'était de relancer de manière un peu. Enfin, de manière assez basique. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Je vous relance donc aujourd'hui. Mmh. Ou alors up, tu vois. Bah, ça, c'est un peu dommage. Alors, certes, la personne, tu vas lui permettre de revenir sur ta conversation LinkedIn ou par mail, mais c'est un peu dommage parce que tu n'apportes pas grand-chose de plus. Et si la personne t'a pas répondu la première fois, au-delà du fait qu'elle n'avait pas le temps, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas non plus méga intéressée. Tu vois. Nous, en fait, au contraire, on voit chaque relance comme un nouveau hook, tu vois, un nouveau moyen de rajouter soit de la valeur, soit de réenclencher quelque chose avec un nouvel élément, ou alors en appuyant un élément existant d'un angle différent. Tu vois, tu peux faire des relances avec des statistiques. Tu vois. Donc là, par exemple, pour notre exemple sur les ransomware, tu peux dire, bah, écoute, Jean-Michel, chaque année, il y a 90% des attaques informatiques ransomware qui auraient pu être évitées grâce à des exercices anti-phishing. Est-ce que je vous partage ma méthode pour créer les vôtres en 15 minutes? Mmh. Donc là, normalement, tu es DSI d'une boîte, tu fais pas d'attaque anti-phishing, enfin d'exercice anti-phishing. Bon, j'espère que les DSI des boîtes les font aujourd'hui. Mais là, normalement, tu fais ah ok, pourquoi pas, intéressant. Après, tu as la relance un peu tips, tu vois. Du coup, vous êtes DRH, je vous partage mon post LinkedIn qui détaille comment booster votre marque employeur. Donc là, on utilise le framework tips. Je me suis dit que recruter des talents à l'étranger, ça vous intéresserait. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Tu vois. Et nous, une petite relance qu'on aime bien aussi, c'est la relance PS. En mode genre, t'as oublié un truc. Là. Le PS, j'ai oublié de vous dire que nous avons généré 300 000 euros d'opportunités commerciales pour un de vos concurrents. Ou PS, un truc, ça c'est plus un hack qu'un conseil, mais tu as le fameux PS, tu vois, tu envoies ton message ou ton mail et 40 minutes après, tu renvoies un mail, bon, bien sûr automatisé, où tu dis PS, j'ai oublié la pièce jointe, tu vois. Mmh. Des choses qui peuvent se faire. Bref, nous, on voit ça comme un moyen de rajouter de la valeur
et il faut le faire. Maintenant, attention, laissez les gens respirer. On commence tranquillement, les relances tous les 2 jours, 3 jours. On espace progressivement 3-4 jours, 5 jours, etc. Il faut que les gens, quand même, ils ne soient pas étouffés. Et parce que peut-être il y a des gens qui sont intéressés aussi, mais ils reçoivent beaucoup de mails, donc ils ne peuvent pas vous répondre tout de suite. Donc voilà, faut relancer, mais pas non plus les harceler. Génial. Est-ce que tu as des derniers petits conseils, tu vois, des conseils d'amis que tu pourrais partager, que ce soit sur les campagnes, les séquences ou même ce que tu veux, pro, perso, entrepreneuriat? Ouais, tips. Alors attends, laisse-moi réfléchir, j'ai 2-3 idées. Ouais, écoute, moi je dirais plus un tips un peu entrepreneuriat. Voilà, moi j'ai lancé ma première boîte à 21 ans, c'était une boîte de vidéos, et puis après je fais du copywriting Web3. Moi je dirais vraiment le truc dont je me suis rendu compte là, il y a quelques années, c'est qu'en fait, il faut arrêter d'essayer de vendre ce que toi tu veux vendre. En fait, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent, tu vois. Et moi j'ai été, je sais, assez, enfin pas hermétique, mais tu vois, il y avait des énormes signaux sur la partie prospection. Tu vois. En fait, j'ai mis quelques années avant de m'y mettre, alors qu'en fait, les gens veulent tous de la prospection parce que beaucoup ne savent pas faire, c'est pénible, c'est un monde, c'est spécifique, etc. Les gens, ils veulent pas trop se lancer. Il y avait ce gros besoin-là que j'avais identifié il y a longtemps, mais au final, j'ai sauté le pas de moi-même m'y mettre 1 ou 2 ans après. Tu vois. Donc moi, mon conseil, ça serait vraiment écouter le marché, ce que les gens veulent, donner-leur, tu vois, et arrêter d'essayer. Je me parle à moi-même en disant ça, tu vois. Mais arrêtez d'essayer de vendre ce que vous voulez vendre parce que vous avez envie de le vendre. Regardez ce que les gens veulent et donnez-leur, tu vois. Ouais, Voilà. entièrement d'accord avec toi. Et en fait, on veut tout le temps. Moi aussi, j'ai fait cette erreur plein de fois et je l'ai refait il y a pas longtemps. On veut créer en fait les produits qui nous arrangent, entre Ouais, guillemets. Pas trop de temps, scalable, très cher, etc. ouais, Mais on va pas se tourner vraiment sur bien faire son étude de marché, faire des focus group, tu vois, par exemple, avec ses potentiels clients, envoyer des ouais. questionnaires, des interviews. Ça, on dit que c'est un peu bullshit parce qu'en fait, on l'a vécu en mode bullshit, soit en Mmh. école parce qu'on nous a appris ça et on a D'accord. trouvé ça pas du tout concret, ou soit parce qu'on l'a mal fait. Et du coup, Mmh. on n'avait pas les bons insights. Et c'est vrai que j'invite grave à faire cet effort en amont, de bien comprendre les besoins, tu le disais, sur le ciblage, bien comprendre le produit et les solutions dont ils ont besoin, et après, et seulement après, créer la bonne solution. Parce que souvent, on va créer la solution qui nous arrange, mais qui va pas répondre au marché, et c'est là où ça foire. Mais Ouais, entièrement d'accord. non, c'est clair. Et tu vois, moi, je me rends compte aujourd'hui avec notre agence, tu vois. Bah, moi, ça fait du coup depuis 5 ans que je vends du service. Et là, aujourd'hui, tu vois, génération de leads, c'est infiniment plus facile de trouver des clients parce qu'en fait, les gens veulent ça, tu vois. Donc, en, pour compléter, je dirais, en fait, quand tu choisis un truc que les gens veulent pas, tu vas juste galérer comme un malade. Et c'est pas forcément que tu fais les choses mal, c'est juste que les gens, soit le marché il est déjà saturé et il est déjà rempli, soit les gens le veulent tout simplement pas. Donc, ouais. Ouais. Souvent, les gens qui sont bons en business, c'est pas forcément des gens qui sont bon, ils exécutent bien un minimum, mais c'est surtout des gens qui ont compris ce que les gens voulaient et ils bombardent. Tu vois. Ouais, il le délivre. Entièrement Exactement. d'accord. Trop bien. Merci à toi, Valentin. Trop cool. J'espère que tu as kiffé l'épisode. En tout cas, c'était trop bien. Un Carrément. énorme plaisir de t'accueillir sur le podcast. Et puis, on se dit à tout à l'heure, parce qu'on dîne ensemble, avec, avec d'autres entrepreneurs. D'ailleurs, petit appel pour ceux, s'il y a des gens qui veulent participer à ça, on a créé The Silent Odyssey, donc c'est la première édition ce soir. Donc à l'heure où on enregistre, donc c'est le 17 octobre. Et en fait, on fait venir plusieurs entrepreneurs, donc une dizaine, quinzaine, qui veulent échanger, partager autour d'un dîner. Voilà, c'est libre d'accès. Voilà, il n'y a pas de prérequis forcément. Et on se fait kiffer. Donc voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message. Sinon, on te contacte aussi sur LinkedIn, Valentin. Valentin Vouriot sur LinkedIn. Trop bien, parfait. Donc n'hésitez pas aussi à envoyer full message d'amour à Valentin. À très vite, prenez soin de vous et salut à toutes, Valentin. À bientôt. Merci beaucoup, Alexis. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu
peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.